Et j'appelle maintenant donc le professeur Philippe Fraisse, professeur à l'Université de Montpellier. Alors, on est toujours dans le cadre du LIRM, mais là sur un segment différent qui est celui de la robotique et qui va donc nous parler de la robotique à Montpellier. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je suis ravi aujourd'hui de présenter devant vous la robotique à Montpellier. Alors j'ai pas fait les mêmes choix que Michel sur la présentation. Je me suis focalisé vraiment sur l'historique de la recherche robotique à Montpellier, avec en perspective évidemment la recherche au niveau international. Et puis je vous présenterai à la fin de l'exposé quelques vidéos, puisque la robotique, on parle de systèmes artificiels, mécaniques, et donc on peut facilement filmer et vous montrer les recherches actuelles au niveau de Montpellier. Et vous verrez, ce seront des illustrations assez intéressantes sur notre activité. Alors sur les fondements scientifiques, j'ai prévu qu'une planche, je ne vais pas trop m'épancher là-dessus, mais c'est uniquement pour vous éclairer sur le cœur de nos activités de recherche. Alors évidemment, la robotique est assez proche de l'informatique sur un point, c'est que on va créer, on est dans le faire, on n'est pas dans le comprendre et dans l'observation, on va créer de nouvelles entités et les animer. Donc cette création, en fait, on va parler également d'algorithmique et de méthode. Et donc on prend nos fondements dans les mathématiques appliquées, notamment sur les aspects de théorie du contrôle, d'optimisation et d'algorithmique, je dirais, du mouvement, de la géométrie algorithmique également. Donc ça, ce sont les fondements de la robotique, clairement, les fondements théoriques. Il y a également l'aspect de la perception de l'environnement, et là on se retrouve avec, à la différence de l'informatique, une connexion constante avec le monde physique. Donc il y a les capteurs et la perception de l'environnement et le traitement de ces informations, et dans le traitement du signal, où l'on retrouve également des techniques et des nouvelles méthodes de mathématiques appliquées, telles que l'apprentissage statistique par exemple, l'estimation d'informations. On retrouve ça aujourd'hui dans l'actualité avec la voiture autonome, typiquement, qui est un bon exemple de ce que peut faire aujourd'hui la robotique. Mais non seulement on a tous ces aspects-là théoriques, il y a également cette connexion avec le monde physique, la mécanique, la modélisation des systèmes, donc géométrie, génie cinématique, dynamique, et la conception mécanique. Mais la conception mécanique, pas au sens de l'ingénierie, mais plutôt au sens de comment concevoir un système tel qu'il puisse réaliser certaines tâches et qu'il ait les bonnes propriétés pour le faire, afin que je puisse faire des algorithmes qui soient capables de lui faire réaliser ces choses-là. Donc cette conception mécanique est accrochée également à la partie optimisation et modélisation. Donc il y a des interactions importantes, et donc c'est une discipline qui est très jeune. Tu as parlé de 60-80, moi j'ai parlé de 70-90, et qui est vraiment attachée également à l'informatique, puisque à travers les progrès de l'informatique et de l'algorithmique et des machines, la robotique a pu prendre son essor grâce à ces aspects-là, et également les développements en mathématiques appliquées. Alors je vais tout d'abord vous faire une histoire de la robotique au niveau international. Alors c'est très récent, néanmoins on a quelques points particulier. Alors d'abord un point de culture générale, le mot robot en fait a été inventé par un auteur tchèque en 1921 lorsqu'il a écrit une pièce de théâtre intitulée Rossum Universal Robots. Et donc pour la première fois il parle de robots, d'esclaves en fait, et mécaniques au service de l'humanité. Alors je ne sais pas si vous avez pu lire ou en tout cas assister à cette pièce de théâtre, c'est assez édifiant. C'est vraiment de la science-fiction, et en même temps c'est des robots humanoïdes qui vont prendre la place de l'homme et qui vont détruire l'humanité pour prendre sa place. Et puis à la fin il ne restera plus que le créateur de ces robots, et là les robots se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se reproduire et font appel au créateur pour trouver une solution, après avoir décimé l'humanité évidemment.
Donc ça c'est l'objet de cette pièce de théâtre, et le mot robot est resté. Et en 1961, en fait, deux Américains, donc Georges Devol et Joseph Engelberger, créent la société Unimation et le robot Unimate. Donc il est en photo à gauche. Et il a été pour la première fois utilisé sur des lignes d'assemblage en fait de General Motors. Donc là vraiment c'est l'essor de la robotique industrielle et de la robotique manufacturière. Donc on connaît tout ça aujourd'hui dans les usines d'assemblage en fait de véhicules tels que Renault ou PSA qui utilisent ce type de robot. D'un autre côté, dans les années 70, alors avec l'activité sur la recherche nucléaire et la manipulation de matière nucléaire, on a Jean Vertu au CEA en France qui réalise pour la première fois une manipulation à distance de matière nucléaire à partir d'un bras manipulateur, et il s'agit des premières en fait de la première opération de téléopération, c'est-à-dire de manipulation à distance de matière nucléaire. Et donc à partir de là commence à se développer le concept de robot et des problématiques associées. À Stanford, en fait, au Stanford Research Institute, qui est très connu, je pense, dans le domaine de l'informatique, puisqu'il y a eu énormément d'innovations réalisées dans ce centre-là dans les années 60 et 70. Il développe un robot mobile, alors non pas pour étudier la robotique, mais plutôt pour montrer en fait ce qu'ils étaient capables de réaliser en termes d'innovation technologique. Donc c'est la Silicon Valley, vous voyez 1970, le premier robot mobile, et vous pouvez lire, alors peut-être pas, mais il y avait déjà des caméras, des moteurs électriques, un calculateur, de la perception et la capacité à réaliser des mouvements en coopération et en perception avec l'environnement et en interaction avec l'environnement. Dans quelques années plus tard, en fait, alors je reviendrai sur cette histoire-là, mais en fait, au LAS, à Toulouse, on a Georges Gérald, qui est un chercheur CNRS, qui fait un séjour à Berkeley, et donc qui s'imprègne, en fait, dans le début des années 70, dans la Silicon Valley, des activités robotiques, revient au LAS à Toulouse, et va créer un groupe de robotique, et il va créer le premier robot mobile français et la première activité de robotique en France au LAS à Toulouse en 77. Alors ce robot aujourd'hui est visible en fait au musée des Arts et Métiers à Paris. Depuis quelques années, il est exposé comme étant le premier robot mobile français. Alors rapidement, j'ai pris quelques points de repère, on peut en choisir d'autres, mais la robotique a eu un impact évident et un intérêt évident pour l'exploration à la fois sous-marine et spatiale. Donc on peut se remémorer dans les années 90 les robots Pathfinder ou Sojourner sur Mars pour l'exploration spatiale. Dans le même temps, quelques années plus tôt, Honda en fait développe dans le plus grand secret un robot humanoïde qu'il a nommé P1, qui est un monstre mécanique, on peut le voir sur la photo. Et au Japon, il y a un vrai projet d'utilisation de robots anthropomorphes pour l'aide des personnes et l'aide au travail. Et donc ce projet est bien antérieur aux années 90 et il continue ses développements. Et ça avait, dans la communauté robotique, ça avait eu un impact assez fort, puisque énormément de problématiques scientifiques se posent aujourd'hui pour la réalisation et la commande de ce type de système, puisqu'on se retrouve d'un point de vue mathématique à la résolution de systèmes sous-déterminés, c'est-à-dire de systèmes où on a plus d'inconnus que d'équations à résoudre dans un temps très petit, de l'ordre de quelques millisecondes, avec énormément d'objectifs, c'est-à-dire de l'optimisation multi-objectifs sous contrainte. Alors c'est soit des systèmes non linéaires, soit des problèmes convexes. Mais donc d'un point de vue mathématique, des problèmes extrêmement intéressants. Après, d'un point de vue éthique, on peut se poser des questions sur l'utilisation de ce type de machine. Et pour terminer sur l'histoire de la robotique, on a des activités, il y a eu des activités et des premiers développements sur la robotique médicale. Donc début des années 2000. En fait, c'était dans les années 90 que certaines équipes en fait ont imaginé aux États-Unis,
à côté de Santa Barbara, de développer un robot Da Vinci pour réaliser des opérations minimalement invasives. Alors, ce robot, il faut bien imaginer, sont des machines qui ne sont pas du tout autonomes. Elles sont pilotées par le médecin, mais par contre, elles permettent de réaliser des opérations en réalisant un passage très étroit dans le corps. On va passer des instruments et le médecin va pouvoir réaliser son opération à distance avec toute la dextérité possible, avec des retours d'effort. Et cela va permettre de réaliser des opérations avec une grande précision et dans le même temps être bénéfique pour le patient, puisque en termes de convalescence, on va réduire le temps de convalescence de quelques semaines. Donc ça, c'est une première dans les années 2000. Et donc ce robot a été autorisé début des années 2000 aux États-Unis. Et aujourd'hui, je crois que sur Montpellier, il doit y avoir plusieurs robots Da Vinci qui sont installés au CHU, je crois, Montpellier, Nîmes, et voire même non des cliniques, puisque maintenant les patients s'informent et souhaitent plutôt avoir des opérations de ce type-là que des opérations classiques. 2001, donc Jacques Maresco donc un Français, avait fait la première opération de téléchirurgie entre New York et Strasbourg pour montrer un petit peu l'impact de ces nouvelles technologies. Un aspect plutôt commercial avec le robot aspirateur et les robots. Et puis en 2005, à Stanford, le challenge d'ARPA qui proposait de faire un parcours de 200 km dans le désert avec une voiture autonome. Et le premier à l'avoir remporté en 2005, c'est Sébastien Strun, qui, avec une équipe de Stanford, arrive à réaliser ce challenge, puisque les années d'avant, personne n'était arrivé au bout. Et il réalise à programmer un véhicule avec des capteurs, à réaliser la planification de mouvement, puisque pour un véhicule, c'est extrêmement compliqué. Lorsque vous conduisez votre voiture, en fait, vous avez des contraintes, ce qu'on appelle de non-autonomie, qui sont non intégrables. Et donc, on ne peut pas aller en tout point à chaque instant. Et on le voit très bien lorsqu'on doit faire une manœuvre pour le stationnement, c'est pas forcément toujours évident. Et donc encore moins lorsqu'on doit décrire des algorithmes pour réaliser ce type d'opération. Et c'est la même personne en fait qui, quelques années plus tard, va chez Google et conçoit et lance une équipe pour la conception d'un véhicule autonome. Et on connaît aujourd'hui la Google Car et son impact futur certainement sur les voitures autonomes, puisque ça a lancé dans l'industrie une certaine compétition sur ce domaine-là. Alors maintenant, nous allons revenir à Montpellier, en France d'abord, et puis j'ai mis région Occitanie, puisque c'est le nouveau nom de notre nouvelle région. Et pour quelle raison j'ai pris le nom de la région Occitanie, puisque en fait la robotique est née à Toulouse, au niveau national. Et ça, c'est important de le souligner. Et donc, c'est Georges Giralt, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui avait été recruté au CNRS en 1956, alors qu'il était plutôt dans les spécialisés à la fois un petit peu automatique, électronique, plutôt le génie électrique, dirons-nous. Au LAS, il y a des activités sur les satellites avec le CNES. Et donc, lors d'un séjour à Berkeley, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, ils fondent un groupe de recherche. Alors, c'était un peu visionnaire à l'époque, en 70, robotique et intelligence artificielle, à Toulouse. Et dans le même temps, ils créent un programme national de financement pour la recherche en robotique, qui s'appelait Automatique et robotique avancée. Et ça a vraiment été le point de départ d'un financement important dans la recherche, pour la recherche à la robotique, et ça va vraiment lancer la robotique en France. Et on a d'un autre côté Montpellier, Philippe Coiffé, en fait, qui arrive. Alors lui, il arrive, je vous ai évoqué tout à l'heure Jean Vertu, avec la manipulation de matière nucléaire. Lui, il arrive avec une thèse d'ingénieur de physique nucléaire d'Orsay, et donc sensibilisé à la robotique et à la téléopération. Et il arrive à Montpellier à peu près au même moment, en 72, avec, il y a eu la création d'un laboratoire qui s'appelait le LAM, Laboratoire d'automatique de Montpellier, en 71, avec Christian Durand, qui venait lui-même de Toulouse. Philippe Coiffé va développer l'activité robotique à Montpellier, clairement. Alors,
à titre d'information, aujourd'hui, il est membre de l'Académie des technologies, à l'Académie des sciences. Là-dessus, il encadre la thèse. Alors, je tiens à remercier Étienne Dombre qui m'a beaucoup aidé dans cette historique parce que j'avoue que j'avais des difficultés à retrouver toute l'histoire et toutes les interactions avec toutes ces personnes. Donc là-dessus, il encadre la thèse d'Étienne Dombre sur la simulation électrique fonctionnelle à l'unité INSERM, alors, qui était dirigée par Pierre Rabichon, qui travaillait sur de la stimulation électrique fonctionnelle et la réhabilitation du mouvement et la restauration du mouvement chez le patient paraplégique, notamment. Et il partira également. Alors lui, il a été formé à la robotique, mais pas seulement. Il a été formé également aux aspects médicaux et santé. Ça a son importance puisqu'il créera par la suite une activité de robotique médicale à Montpellier. Alain Liégeois, donc, qui arrive sur un poste de professeur universitaire en 1974, il fait une thèse de docteur ingénieur. Alors il avait fait une thèse de docteur ingénieur sous la direction de Georges Giralt. Donc là vous voyez un petit peu la connexion, mais il était plutôt automaticien, plutôt mathématiques appliquées. Et avait fait plutôt une activité sur le contrôle des satellites. Alors lui, il a eu un impact très très important dans les années 77 sur la robotique au niveau international. Il a été le premier à résoudre un problème justement sous-déterminé pour contrôler des robots, que l'on appelait redondants, en proposant une solution optimale, minimisant la norme 2. Et donc son papier aujourd'hui continue à être cité, puisqu'il est beaucoup, sa méthode a été bien entendu enrichie, elle a beaucoup évolué. Mais je crois que ce papier fondateur des années 77 est peut-être cité plus de 1400 fois et continue d'être cité dans la communauté robotique. Alain Fournier arrive comme assistant en 1973. Alors lui, il a une thèse de docteur ingénieur sous la direction de Jacques Richalet. Alors c'est le père de la commande prédictive, donc des activités théoriques, également de la théorie de la commande, pour la commande des systèmes. Et donc, il va développer une activité à la fois de conception et de commande des robots. Wissam Khalil, qui arrive également en 1974, qui soutient une thèse. Alors lui, il a un parcours très très rapide. Il soutient une thèse docteur ingénieur en 1976 et une thèse d'État en 1978. Je crois qu'on peut parler de record de ce point de vue-là. Et puis, il va travailler chez IBM à Montpellier, où il lance la robotique chez IBM. Donc, c'est lui qui a lancé la robotique. Et puis, il part comme professeur à Nantes, où il crée une équipe de robotique. Il a créé un logiciel qui s'appelait Simuro, qui continue d'exister, sur le développement de modèles automatiques, développement automatique. Donc il a fait beaucoup d'algorithmique et ce logiciel aujourd'hui est une référence, il s'appelle Simuro, dans le domaine de la robotique, et ça permet de créer des modèles extrêmement complexes de manière automatique. Et puis un jeune étudiant en maîtrise EA à l'USTL, donc à l'époque c'était le nom de l'université Montpellier 2, Oussama Khatib, qui fait sa maîtrise EA, et puis il part faire une thèse de robotique à l'ONERA sous la direction de professeur Lemaître, donc c'était à Supaéro. Alors il reviendra pendant sa thèse valider ses travaux de thèse sous la direction d'Alain Liégeois, et puis aujourd'hui il est parti en postdoc à Stanford, et aujourd'hui il est professeur à l'université de Stanford. Et ses travaux vraiment ont été fondateurs également de la discipline, et aujourd'hui il fait partie de l'état de l'art de la robotique moderne. Donc ça c'est important de le souligner. Bon alors je vais m'arrêter là sur cette partie-là. Sur l'historique, Philippe Coiffé s'en va. Ensuite, il y a une deuxième génération qui arrive, qui sont les doctorants de Philippe Coiffé, d'Étienne Dombre ou d'Alain Fournier. Et donc, on a des créations d'équipes. Alors, à travers aussi un pôle qui a été créé à l'université Santa Barbara. Donc, ça, c'est aussi un point important. Toute la communauté robotique internationale s'est retrouvée dans les années 80. 85-86 à Santa Barbara, des Japonais, des Américains, des Français. Donc il y a eu un échange extrêmement fructueux pendant ces années-là. C'était de la robotique pour la microélectronique, c'est-à-dire créer des lignes d'assemblage pour faire des cartes d'ordinateur, des cartes électroniques. Et là, il y a eu des échanges extrêmement fructueux, et ensuite, toutes ces personnes-là sont parties à travers le monde, diffuser cette connaissance, et c'est là où on peut parler vraiment d'un démarrage de la robotique moderne, après cette création à Santa Barbara et ces échanges.
Voilà, donc je cite François Pierrot qui soutient une thèse en 91, qui crée une équipe de robotique parallèle, une équipe de robotique médicale avec Étienne Dombre, une activité robotique mobile avec René Zapata, et puis la robotique de manipulation avec Pierre Douchet. Il y a également une activité de robotique sous-marine qui se crée dans les années 95. Alors je m'arrête là parce que ensuite on va passer à l'actualité courante. Alors ça c'est un transparent d'Étienne Dombre et quelques photos des années 70-90 sur certaines personnalités. Donc on peut reconnaître Étienne en bas avec sa moustache, Alain Liégeot à gauche, donc qui font partie maintenant de l'histoire de la robotique. Alors, aujourd'hui à Montpellier. Aujourd'hui, c'est un centre important. Là, je parlais de quelques permanents dans les années 80-90. Aujourd'hui, le département robotique du LIRM, c'est 30 permanents, 30 à 40 doctorants, avec un des centres les plus importants, avec le LAS à Montpellier, Nantes, l'IRSIM, puisque je vous ai parlé de la création, l'ISIR à Paris, dont le directeur est un ancien doctorant de Georges Giralt, Raja Chatila, qui a été directeur du LAS également. Et puis ICUB à Strasbourg avec la robotique médicale et chirurgicale. Donc ici, plein d'activités avec des applications importantes dans le domaine de l'exploration, de la robotique industrielle, médicale. La réhabilitation fonctionnelle, on l'a évoqué tout à l'heure, elle continue à travers David Guiraud, qui était un doctorant de Pierre Abichon. Et qui a créé une équipe INRIA, et puis de la perception et du traitement des images, cela continue. Alors maintenant je vais vous présenter quelques vidéos, vous montrer un petit peu l'activité actuelle de la robotique en Montpellier. Alors, je souhaitais vous présenter une activité qui est issue des premiers travaux de recherche dans les années 90 sur les robots parallèles. Alors ce sont des structures mécaniques cinématiques particulières. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'est de réaliser des robots à câbles qui ont la capacité d'avoir des grands volumes de travail, pouvoir travailler sur des chantiers, et la capacité de pouvoir déplacer des charges à partir de câbles. Alors, la difficulté, d'un point de vue théorique, c'est de réaliser des tensions, puisque les câbles peuvent tirer, mais pas pousser. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, de robots donc à large volume de travail, avec la capacité de déplacer et d'orienter des charges importantes. Et donc la contribution d'un point de vue fondamental est en termes de modélisation, puisque certains modèles, en fait, alors on appelle ça géométrie directe ou inverse, c'est-à-dire on transforme les 6 degrés de liberté dans l'espace, c'est-à-dire la position et l'orientation de l'objet, dans l'espace des configurations des moteurs. Et dans certains cas, ces transformations n'existent pas mathématiquement, on peut prouver qu'elles n'existent pas, et donc analytiquement, et donc il faut trouver des algorithmes et des méthodes pour résoudre numériquement ces transformations pour réaliser ce type d'opération, c'est-à-dire faire du stockage dans un hangar, par exemple. Voilà. Alors ça peut être utilisé, il y a énormément de domaines qui sont intéressés par ce type de structure, par exemple l'aéronautique, typiquement pour des opérations par exemple de peinture d'avions ou de maintenance. Les chantiers, évidemment, ça pourrait éviter d'utiliser des grues qui sont compliquées à manœuvrer à l'intérieur de chantiers. Et donc ce type de structure a pas mal d'avenir pour réaliser des opérations très complexes dans des grands environnements et des grands volumes de travail. Donc je vais passer le montage de structures aussi complexes. Alors je vais faire pareil. Alors, la robotique collaborative, en fait, dans le domaine industriel, aujourd'hui, tout ce qui était robotisable l'a été fait. Et aujourd'hui se posent de nouveaux paradigmes. C'est-à-dire qu'il y a sur des chaînes d'assemblage des postes extrêmement lourds et difficiles. Et les personnes qui sont sur ces postes, statistiquement, n'y restent pas très longtemps.
et ont des troubles musculo-squelettiques très rapidement. Et donc ces postes ont été identifiés par PSA typiquement, et elle souhaite en fait, elle doit les maintenir puisqu'on est dans des paradigmes où l'opérateur va apporter sa compréhension du problème, la précision, l'analyse, et le robot serait là pour éliminer la charge à transporter, amener la pièce plus rapidement, afin d'éliminer la partie difficile de transport de la pièce, qui fait plusieurs kilogrammes. Et donc là, l'idée, c'est le robot va porter la pièce, l'opérateur va juste faire l'insertion des billes, puisque ça, c'est une opération de précision qui est difficile à faire, et l'opérateur, de ce point de vue-là, est irremplaçable. Et ensuite, le robot va vérifier uniquement si les billes ont bien été insérées. Alors pour ça, on va mesurer les efforts, on va faire de l'analyse sur la main de l'opérateur pour s'assurer à la fois qu'il a bien inséré la bille et qu'il n'y a pas de problème de sécurité lorsqu'il approche le robot. Et donc ça, ce sont des opérations, et c'est un projet que l'on a en coordination avec PSA. Et on a également d'autres projets avec Airbus. Donc là, les difficultés, c'est de la multimodalité, c'est-à-dire percevoir à la fois la vision, les efforts de contact, la personne, et dans le même temps réaliser des opérations complexes, puisque vérifier si la pièce est bien posée, il faut créer des algorithmes où on va faire des mouvements géométriques dans un plan donné, tout en mesurant les efforts. Et donc, les difficultés sont assez importantes. Il y a une réelle volonté pour PSA d'éliminer ces postes et de créer ce qu'on appelle des robots collaboratifs qui sont en interaction avec l'humain, avec la capacité de comprendre les intentions de l'humain et de travailler en synergie avec lui. Je vais passer à la vidéo suivante. Alors là, c'est la robotique médicale. Donc Philippe Poignet aujourd'hui pilote l'équipe Dexter. Là je présente juste une illustration des activités en minimalement invasif. Donc là on a un cœur, et l'idée c'est que lorsqu'on va réaliser une opération sur un cœur battant, jusqu'à présent on arrête le cœur et on va réaliser l'opération. Là, on peut le faire sur un cœur battant, et on va essayer de faire de l'estimation de mouvement sur une structure déformable en temps réel. Donc là, pareil, des problèmes d'appariement de points, d'estimation de paramètres, et on va essayer de prédire cette déformation en temps réel afin d'ajuster les outils pour que le médecin voit une structure qui ne bouge pas et qui puisse travailler de manière précise, avec facilité, sans pour autant créer des dommages en ralentissant ou en arrêtant le cœur, ce qui peut être préjudiciable en termes de récupération et de temps de récupération. Donc là, ce sont des travaux qui sont menés, alors pas seulement ceux-là, il y en a beaucoup d'autres dans le domaine de la robotique chirurgicale. L'idée, c'est que le médecin est toujours maître du geste, c'est une obligation légale, clairement. Mais par contre, l'outil et le robot, dans ce cas-là, va permettre de donner plus de confort, un meilleur ressenti, et dans le même temps, va permettre au médecin de se concentrer vraiment sur l'opération et d'éliminer certains artefacts ou certains problèmes ou certaines difficultés au médecin, pour le médecin. Alors, dans les aspects modélisation, avec l'INRIA, alors tout à l'heure j'ai parlé de Stanford, on avait créé une équipe associée INRIA et l'Université de Stanford 2007-2011 avec Oussama Khatib. Et la robotique anthropomorphe et tous les modèles que l'on a pu réaliser nous ont permis de transcrire ces algorithmes sur l'analyse du mouvement humain et d'identifier les paramètres dynamiques. Alors une personne vient sur une balance, elle se met à bouger devant une caméra, et on identifie tous les paramètres dynamiques, c'est-à-dire toutes les masses de tous les segments, biceps, ischio-jambier, enfin tous les segments, la jambe, etc., le tibia. Et après ça, la personne va se déplacer devant la caméra, et on est capable à chaque instant de connaître exactement
les situations où elle est en équilibre ou en déséquilibre. Donc par exemple, là, dès que vous voyez que la structure devient rouge, ça veut dire que la personne est dans un équilibre instable, elle est prête à tomber. Et dans le cas où elle est avec l'autre couleur, elle est en parfait équilibre. Donc ça, c'est des outils qui permettent, par exemple, d'analyser de manière quantitative la marche pour des personnes qui auraient des difficultés motrices, par exemple. Et donc ça, c'est un outil qu'on utilise dans un projet européen pour faire de l'analyse de la marche et la détection d'anomalies de la marche de manière fine, parce qu'à l'œil, ça ne peut pas se voir, alors que là, on a vraiment une précision moins de 5%, puisqu'on identifie les paramètres dynamiques d'une personne donnée. On fait ça aussi pour les sportifs, on utilise aussi ces outils. J'ai parlé de Pierre Rabichon tout à l'heure avec la stimulation électrique fonctionnelle. On a l'activité qui continue. Par stimulation électrique fonctionnelle, on essaie de créer des outils, à la fois des algorithmes de commande, mais pas seulement, des systèmes électroniques de stimulation nerveuse pour stimuler les muscles paralysés et créer du mouvement. Alors, il ne faut pas rêver, on ne peut pas restituer la marche, mais par contre, la position debout prolongée de quelques minutes est extrêmement importante, à la fois pour les patients, mais d'un point de vue en termes de rééducation également. Et donc là, ce sont deux exemples de tests qui ont été réalisés. Donc il y a des activités également sur des personnes après des accidents d'AVC pour la rééducation fonctionnelle. Et on a aussi des activités sur l'analyse du mouvement de personnes qui souffrent de Parkinson, par exemple. Donc ça, ce sont les outils de la robotique qui sont maintenant appliqués à l'analyse du mouvement, puisque, comme je l'ai dit au départ, le mouvement est la base de nos activités, et l'analyse du mouvement et la création de mouvement. Alors ici, un point que je n'ai pas évoqué, il y a une unité mixte internationale qui s'appelle Joint Robotics Lab à Tsukuba, au Japon, qui a été créée par Philippe Coiffé, avant qu'il parte à la retraite début des années 2000. Et le directeur à ce moment-là était Abderrahmane Kedar, qui venait de Paris, qui était un ancien doctorant de Philippe Coiffé, et qui, lorsqu'il est passé directeur de recherche au CNRS, a demandé son rattachement au LIRM. Donc en fait, l'actuel directeur de l'UMI est membre du LIRM de Montpellier, c'est pour ça que je l'évoque, puisque cette équipe est associée. En fait, on a une équipe bilocalisée entre le LIRM et Tsukuba, au Japon. Et donc là, c'est un projet européen, donc Abderrahmane est le coordinateur, qui s'appelle Comanoid avec Airbus. Et l'idée et le défi, c'est de créer des structures anthropomorphes pour réaliser des opérations, puisque là, les nouveaux avions, les A380, on ne peut plus automatiser la pose de rivets. Ce sont des avions gigantesques, et l'idée, c'est de faire entrer des robots, mais il faut qu'ils aient des capacités de franchissement. On ne peut pas faire entrer des structures mobiles à roues. Et donc, c'est pour cette raison que la structure anthropomorphe à pattes a été privilégiée. Donc là, les travaux sont extrêmement complexes, des problèmes d'optimisation non linéaire sous des contraintes unilatérales de contact, puisqu'on voit qu'il y a du multicontact. Et donc là, il y a un vrai problème mathématique extrêmement complexe à résoudre, surtout faire ces résolutions d'optimisation en temps réel. Alors pour faire un lien avec Alain Liégeois, il avait résolu le problème qui est à gauche. Vous voyez le petit robot là, avec 8 degrés de liberté. Oh, pardon, l'animation de droite. Le deuxième robot qui est sur la gauche. On voit pour aller au point XY 1, 7, les 8 articulations du robot bougent. Donc là, c'est la résolution d'un problème à 2 équations, 8 inconnues, et en temps réel. Et là, toutes les articulations bougent. Donc ça, c'est la résolution d'un problème convexe en norme 2. Et là, à droite, on vient de faire récemment la résolution du même problème. C'est une solution qui est utilisée en mathématiques appliquées et en traitement des images, notamment le traitement des images médicales. On essaie d'être parcimonieux, c'est-à-dire on essaie de minimiser le nombre de valeurs non nulles que l'on va utiliser. Alors c'est un problème NP complet, pour faire le lien avec ce qu'a dit Michel. C'est un problème de combinatoire, on ne peut pas le résoudre tel quel, et il y a des mathématiciens qui ont proposé des régularisations norme 1 sur ce problème-là. Et
Alors je vous parle de ça pour quelle raison? Parce qu'en fait, on a essayé de trouver des algos. Alors nous, on a démontré qu'on pouvait utiliser ça en robotique et pas seulement en traitement industriel. On a démontré la stabilité de cette solution. Et ça permet de créer des mouvements extrêmement parcimonieux, comme le fait l'humain. C'est-à-dire on ne bouge pas toutes les articulations de notre corps, juste pour tenir l'équilibre. Ce que font les robots actuellement. Et l'algorithme le plus rapide qu'on a trouvé utilise des outils qui sont intéressants, un opérateur proximal. Et donc on est allé voir dans la bibliographie l'origine de cet opérateur pour comprendre. On est tombé dans les années 60 sur un papier d'une personnalité montpelliéraine. Donc il s'agit de Jean-Jacques Moreau. Donc on a été surpris, on s'est dit tiens, c'est lui qui avait été à l'initiative de ces opérateurs sans penser que. Et puis grâce à ça, on arrive à résoudre en temps réel les solutions de ce problème d'optimisation. Pour finir, ça c'est un document, c'est la robotique sous-marine, c'est un document d'Arte. Au large de Marseille, il y a en fait un site archéologique d'un bateau qui a été coulé, je crois que ça a été dit juste avant, ça s'appelle la Lune. Ce site sert de benchmark pour la direction des recherches archéologiques, le DRASM. Ce benchmark, ça permet d'utiliser des robots, puisqu'en fait les plongeurs ne peuvent pas, dans certains cas, réaliser ce type d'opération. Et donc d'utiliser des robots pour faire de l'exploration archéologique sous-marine. Donc en fait récemment un de nos collègues, Vincent Creuse, a réalisé un robot qui a permis de faire pour la première fois des opérations de manipulation sous-marine avec des mains marinisées et donc d'une grande utilité pour le transport d'objets, comme vous pouvez le voir, fragiles dans le domaine sous-marin. Là on peut réaliser des opérations extrêmement complexes grâce à ce type de robot. Et pour terminer, Vincent a une collaboration avec Oussama Khatib également, depuis quelques années, avec Stanford, puisque Oussama a développé un nouveau concept de robot sous-marin pour l'exploration archéologique. Et donc on verra une petite photo à la fin du documentaire. Et puis je m'arrêterai là. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc il a créé ce robot qu'il appelle Ocean One. Ça a été créé avec des entreprises, donc c'est dans la Silicon Valley, avec des entreprises c'est une entreprise Mecha qui a été rachetée par Google. Et donc ils ont créé avec Vincent, qui avait créé lui-même un robot. L'autre robot permet de tenir l'ombilical de ce robot-là pour faire les opérations. Donc c'est une structure anthropomorphe sur le buste avec un propulseur à l'arrière. Voilà, donc je terminerai. Les conclusions, c'est des aspects éthiques. Tout d'abord, est-ce que les progrès dans le domaine de la robotique vont améliorer notre économie et plus généralement la condition humaine dans notre société? Alors là, dans certains cas, on a la réponse. Sur la médecine, je pense qu'il y a un vrai progrès. Le transport, le spatial, l'exploration de manière générale, je pense que oui. Par contre, dans le domaine industriel, la question est peut-être plus complexe. La réponse est peut-être plus complexe. Est-ce que les robots anthropomorphes sont nécessaires à notre société? Je ne crois pas. Quels sont les métiers à valeur ajoutée qui pourraient apparaître avec la robotique? Il y en aura. Maintenant, par rapport à ces problématiques que j'évoquais, quels sont les métiers qui vont disparaître? Il y a peut-être un équilibre à trouver de ce point de vue-là. Et donc, entre progrès et puis également difficulté à l'insertion de ces robots dans le domaine industriel, il y a peut-être des vraies réflexions à avoir. Et le point de la réflexion, c'est que les nouvelles capacités d'interaction liées aux techniques d'apprentissage, aujourd'hui des robots, brouillent le paradigme humain-machine. En fait, on est avec des robots aujourd'hui qui sont capables de faire des tâches avec des capacités cognitives élaborées. Donc en fait, avant, l'humain, c'est lui qui avait ces tâches cognitives élaborées, et le robot, la machine, c'était vitesse, force, précision. Et là, aujourd'hui, tout se mélange, et donc il y a une vraie difficulté à interagir avec les robots et à ce que l'opérateur humain trouve réellement sa place. Et donc des problématiques importantes se posent, et je vous invite à venir jeudi prochain
À 10h30, à l'amphithéâtre 2 à Saint-Priest, Raja Chatila parlera des problèmes d'éthique en robotique jeudi prochain, le 6 avril. Voilà. Donc en conclusion, la robotique en France est née en région Occitanie. On a des activités de recherche aujourd'hui vraiment de premier plan avec les membres du LIRM qui sont représentés dans les comités éditoriaux des plus grandes revues actuelles, également dans les conférences internationales. Et donc il y a une vraie reconnaissance de ce côté-là. Le directeur d'unité mix internationale, je l'ai évoqué tout à l'heure, est membre du LIRM, Abderrahmane Kedar, et qui est un ancien étudiant en Philippe Coiffé. Et Abderrahmane est également membre de l'Académie Technologie. Donc on a 3 académiciens en robotique. Philippe Coiffé, Abderrahmane Kedar et puis Jean-Paul Lomont qui est au LAS et qui a été titulaire de la chaire Innovation en 2011 au Collège de France. Je vous engage à regarder ces vidéos sur le Collège de France sur la robotique si ça vous intéresse. Il présente vraiment les fondements de la robotique, c'est très 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 intéressant. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup pour cette magnifique démonstration des potentialités et de tout ce qui se développe ici. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, 2 choses. Premièrement, tu as parlé de François Pirot. Je signale que François Pirot est l'un des principaux artisans de l'inscription de Montpellier dans l'ICIT. Il a fait un travail considérable dans l'équipe de Philippe Auger. La deuxième chose, c'est que, alors ça c'est totalement indépendant de la robotique. La deuxième chose qui est liée à la robotique, c'est que j'ai été frappé par une expérience qui avait été réalisée au LIRM il y a 2 ou 3 ans, de commande à distance d'un robot. L'expérience s'est déroulée à l'IUT de Béziers où il y avait un robot qui devait se déplacer, donc on devait lui dire d'aller à droite, à gauche ou devant. Et celui qui lui disait de se déplacer, c'était un opérateur qui était en Israël dans un caisson d'IRM. Et par la pensée, il expliquait ses commandes au robot. C'est-à-dire que le fait de penser à droite, à gauche ou devant donnait des signaux IRM qui étaient différents. Et donc, suivant ce que pensait l'opérateur dans son caisson d'IRM, était interprété par ces signaux et envoyait les commandes correspondantes au robot. Et donc, le robot disposait de caméras. Le bonhomme dans son caisson d'IRM voyait ce que voyait le robot et commandait au robot d'aller à droite, à gauche, devant, de façon à ce que le robot en question atteigne tel point de la pièce situé à 3000 km de là, uniquement à partir de commandes déterminées par le cerveau et sans aucune autre manipulation. Est-ce que ce type de recherche continue actuellement? Oui, je ne l'ai pas évoqué. Effectivement, c'est un projet européen qui était piloté par... dont Abderrahmane Kedar était participant. On avait effectivement déployé cette manip dans le cadre du projet européen entre Béziers et Montpellier parce qu'on avait une très bonne liaison Internet. Effectivement, il y a des travaux sur la commande par la pensée. Alors là, je vais démystifier le cadre de cette activité. En fait, on va plutôt apprendre à coder une information droite-gauche donc, et à la détecter. Alors il y a par exemple, en utilisant les signaux électriques du cerveau, je vais par exemple mettre des objets et en surimpression sur l'image, je vais créer des couleurs différentes sur chaque objet qui vont clignoter à des fréquences différentes. Ça va automatiquement s'imprégner, mon œil va s'imprégner sur l'objet que je regarde d'une fréquence particulière et on va détecter cette fréquence dans le cerveau et donc on va en déduire que c'est cet objet-là que l'on veut attraper. Donc il n'y a pas une véritable interprétation de la pensée, mais on va plutôt mettre en place des mécanismes d'apprentissage qui vont permettre de détecter certains signaux prédéfinis. Alors effectivement, avec l'IRM, la personne pensait vraiment gauche-droite, donc c'est là où c'est... Mais bon, le problème, c'est que le caisson IRM, c'est un petit peu compliqué pour la vie de tous les jours. Mais néanmoins, effectivement, dans le cas de l'IRM, c'était effectivement la pensée, mais parce qu'on avait fait une analyse préalable pour
pour réaliser cette opération. Par contre, aujourd'hui, les casques de MG, on est plutôt dans un autre registre, on va plutôt réaliser de l'apprentissage de certains signaux. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer, vous avez dit tout à l'heure que par exemple pour les robots d'Avinci, les robots chirurgicaux, on a toujours le pilotage en temps réel du praticien, mais est-ce qu'on peut envisager un développement un peu comme le pilotage automatique des avions par exemple, oui. Automatisant un certain nombre d'étapes d'intervention? Tout à fait, c'est aujourd'hui totalement interdit par la loi. Mais on avait, il y a quelques années, fait un robot pour faire de l'échographie à distance sur des sites d'accidents, pour qu'il n'y ait pas forcément un spécialiste de l'échographie qui soit là. Il y avait un infirmier qui allait poser un petit robot échographe via une liaison satellitaire. Le spécialiste à distance va faire l'échographie, émettre un diagnostic, et ils vont réaliser sur place les opérations nécessaires au transport de la personne. Là, par exemple, on avait la capacité de faire de l'exploration automatique, ou en tout cas un suivi d'un organe de manière automatique, ce qui était extrêmement intéressant pour le chirurgien. Et en fait, c'est interdit légalement. On ne pouvait pas, puisque si à un moment ou à un autre, dans le mode automatique, on blesse le patient, se posait la question de la responsabilité. Oui, bien sûr. Mais oui, la réponse est oui. Il y aurait des opérations automatiques, par exemple, suivre un organe de manière automatique, ça permet de décharger le chirurgien, clairement. Pour l'instant, ce n'est pas une opération qui est autorisée. Mais il est probable qu'on y arrivera, puisqu'on est arrivé pour les avions, où la responsabilité est quand même énorme aussi. Oui. La question se pose aujourd'hui pour les voitures autonomes, clairement. Bien sûr. D'autres questions? Merci.